Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'équipe e-sport, un nouvel épisode ce soir sur une thématique que vous connaissez de près ou de loin. Et ça sera plus communément de loin puisque nous allons parler sponsoring, ces marques, ces petits logos griffés sur des streams, sur des événements. On va revenir en détail sur le pourquoi, du comment, avec un parterre d'invités comme il se doit, comme à chaque édition de l'équipe e-sport pour nous accueillir. Je suis TPK et suis comme d'habitude en compagnie de Paul Arrivé, journaliste e-sport chez l'équipe. Comment ça va, Paul? Alors, pas comme d'habitude, parce que la dernière fois, j'ai loupé l'émission. C'est vrai que la dernière fois, tu n'étais pas là. Mais écoute, là, ça va mieux. Et écoute, ça me fait plaisir d'être de retour autour de cette table et avec un beau plateau aujourd'hui. Un très très beau plateau aujourd'hui, c'est le cas de le dire, et on va les présenter un par un, tout du moins. On va les laisser se présenter, parce que vous allez voir que chacun à son niveau a un profil très complet, très détaillé. On va commencer par Stéphane Tardivelle, du coup, qui est avec nous, qui a un poste chez Orange très en contact avec le sponsoring dans l'e-sport. Comment ça va, Stéphane? Tout est long, ça va bien, ravi d'être avec vous. Bonsoir, et donc, ouais, je suis le directeur du sponsoring pour Orange, donc voilà, en charge de la stratégie sponsoring, que ce soit dans le sport traditionnel ou plus récemment dans l'e-sport. Donc voilà, ravi de pouvoir en débattre avec vous. Donc Orange, on précise, bien sûr, le fournisseur d'accès Internet, le réseau télécom, en fait, et que vous avez pu apercevoir dans bon nombre de contenus ou de tournois e-sport, cela va sans dire. Puis nous avons Raoul Level, du coup, qui, là encore une fois, est au contact du sponsoring dans une certaine mesure. Ça va, Raoul, tout va bien? Tout va bien, ouais, je suis vraiment en contact avec le sponsoring, tu peux le dire, sans problème. Ouais. Donc moi, je m'occupe de Webedia eSport Agency, qui est l'entité en fait, qui s'occupe justement de valoriser toutes les audiences qui sont liées à l'e-sport chez Webedia. Et donc, ça passe effectivement via du sponsoring. Okay. Et la LFL notamment. Entre autres, la LFL. Je pense qu'on va pas mal parler de LFL. Entre autres, la LFL. Ce soir, je préfère préciser. On a beaucoup d'activités autour effectivement des ligues. La LFL étant effectivement la première ligue, on va y revenir. Mais beaucoup de productions qui sont liées aussi à des contenus sur Twitch et sur le live stream qui bénéficient aussi de cet écosystème lié au sponsoring. Ouais, on va y revenir effectivement dessus, la LFL, gros sujet en France encore plus depuis cette année, transition toute choisie puisque LFL a été portée quand même majoritairement grâce aux efforts d'une équipe que vous connaissez peut-être, en tout cas je sais qu'ils sont d'ores et déjà dans le chat, c'est le moment de balancer les fumigènes bleus puisque la Carmine Corp a signé la LFL de son empreinte et celui-ci a signé aussi beaucoup de son empreinte durant les précédentes émissions de l'équipe. On lui doit tout de A à Z et jusqu'à maintenant le prochain chapitre d'une carrière déjà bien remplie. Xavier Oswald avec nous qui lui aussi officie désormais sous les couleurs bleues de la Carmine Corp. Comment ça va, Xavier? Tout va bien. Peut-être que la saison prochaine, je prendrai ta place alors du coup. J'attends que ça. Voilà, ce serait nouvelle étiquette pour toi. Ouais, merci pour cette introduction qui ne me met pas du tout la pression dans ce fait. Oui, désormais, je m'occupe notamment de tout l'aspect sponsoring au sein de Carmine Corp. Ça se passe bien? Écoute, ça se passe plutôt bien. On va en discuter, mais je suis plutôt content. Plutôt content. Ouais. On a un bon déjà premier retour de Xavier. Voilà un nouvel arc dans le développement de ce personnage qu'est Xavier Oswald, un arc narratif inédit du coup sous les couleurs de Carmine Corp. Et enfin, pour terminer ce quatuor d'invités, nous avons avec nous Benjamin Deblicker qui là a un angle encore, on va dire une corde supplémentaire à cet arc du sponsoring puisqu'on va avoir le sport traditionnel comme arc. Ça va, Benjamin, tout va bien? Tout va bien, merci. Très difficile de passer après Xavier. Beaucoup de pression. Non, effectivement, moi je travaille chez Sport5. Donc on est une agence de marketing à la base sportif et maintenant e-sportif. On va dire, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les marques dans leur stratégie de prise de parole dans le sport. Donc on les accompagne pour choisir le bon territoire, comment prendre la parole. Et donc voilà, vision sport et un peu e-sport du coup là-dedans. Ouais, de plus en plus. De plus en plus. Ouais, on va y revenir. Et du coup, je vous propose, sans plus tarder, de commencer cette émission. Alors, on vous préfère vous prévenir en disclaimer. On connaît l'actualité globale en ce moment, puisque vous savez qu'il y a la Coupe d'Euro, voilà. De la Coupe d'Euro. Vous avez compris que je suis évidemment un footix aguerri. Voilà, mes seules connaissances de foot revient à France-Italie en 2006. Trezeguet qui a loupé un penalty, c'est à peu près tout ce que je suis capable de vous dire. Donc, on va terminer un peu plus tôt. Ouais, on va terminer un peu plus tôt pour pouvoir embrayer facilement, pour que tout le monde puisse embrayer facilement sur le match de l'équipe de France contre la Suisse. Merci. L'e-sport qui s'efface devant le sport, c'est à contre-courant, ça. Devant le foot. C'est beau.
L'e-sport s'efface aussi, il sait s'effacer, il sait se faire humble. Et on va commencer en toute humilité avec une question de sous, de fait, puisqu'on va commencer par la partie financière de tout ça. Un sponsor, ça a plusieurs objectifs, une équipe, un club, ça a plusieurs objectifs également durant toute une saison. On va commencer par une question qui sera attribuée à monsieur Xavier Oswald. Quand il s'agit de sponsoring, on parle de gros sous, généralement. Ça va cela va ensemble, pour terminer ma première phrase difficile de la soirée. Ça représente quoi le sponsoring dans un budget de club, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un club, plusieurs niveaux de financement, et le sponsoring en fait partie, vous savez, ces marques qu'on voit sur les logos. C'est quoi à peu près la part de sponsoring dans le budget d'un club? Alors en fait, du coup, je suis hyper mal placé pour répondre, puisque chez Carmine Corp, la part du sponsoring est faible aujourd'hui. Ouais. Mais elle va grandir de manière sensible dans les prochains mois. Pour autant, on en a déjà discuté souvent, une des grosses différences entre le sport et l'e-sport, c'est que dans l'e-sport, il y a peu de droits médias qui, dans le monde du sport, et notamment pour le foot, si on prend l'exemple du foot, est majoritaire. Et donc, la part du sponsoring pour les clubs e-sport est très, très importante. Très On important. va dire entre 40 et 80%. Ouais. 80%. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a Mais des clubs qui pas la dépendent Carmine. intégralement du sponsoring. Il y a des clubs qui dépendent, alors un peu moins aujourd'hui, mais oui, tu as beaucoup de clubs qui dépendent presque intégralement du sponsoring. Et Bon. plus le club est important, plus cette part est réduite, puisqu'ils vont diversifier leurs revenus. Quand tu dis que la Carmine, pour l'instant, juste pour préciser, c'est une part plus faible, on est plus proche des 40, on est en dessous des 40 On est en dessous des 40 aujourd'hui. aujourd'hui. Et ça va augmenter, donc ça veut dire Oui. qu'on va avoir des annonces prochaines. Oui, Très bien. Des révélations. Oui. Et alors, on a des exemples d'équipes, Xavier, pour aller peut-être un peu plus loin. On sait que tu as travaillé avec OG notamment, de cette expérience-là. Est-ce qu'on a des exemples d'équipes qui ne vivent que du sponsoring et qui, du coup, s'il y a virement de sponsors ou que si le sponsor se casse parce que c'est pas très intéressant, l'équipe meurt, en fait. alors je pense qu'il y a des clubs en LFL qui doivent vivre beaucoup du sponsoring, mais pas que en LFL, mais si on prend la dimension nationale, je pense que oui. Pour les gros clubs, c'est moins important parce qu'il y a des revenus qui proviennent du cash price, des ventes que tu peux faire selon les jeux. Tu vas pouvoir vendre des skins, donc ça va te rapporter de l'argent. Il y a des revenus associés aussi sur du contenu. Enfin, il y Transfert de joueurs. a plein de choses que tu transfères de joueurs, évidemment. Oui. Mais jusqu'à il y a un an, le sponsoring était ultra majoritaire. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une plus grosse diversification. Mais ça reste très important. Si on renverse du coup la question, Vitality est sponsorisé. Un des sponsors majeurs de Vitality, c'est Orange. Est-ce que Stéphane, vous pouvez nous donner un chiffre, une fourchette à peu près sur combien ça représente? Je vais vous décevoir d'entrée. Ouais. Je ne vais pas vous donner de chiffres, parce que c'est des choses qui sont... Voilà, on a une clause de confidentialité avec notre partenaire, mais on reste un partenaire important. Ouais. Voilà, le partenaire majeur, à partir du moment où il y a une visibilité maillot, bien évidemment, ça se valorise. Voilà, c'est des sommes assez importantes. Et du coup, pour nous, c'est une stratégie de toute façon au minimum moyen terme, voire long terme. Ouais. En tout cas, Orange s'inscrit de cette façon, en tout cas dans toutes ces actions de sponsoring. On aime raconter une histoire, d'accompagner les gens sur la durée. Et du coup, voilà, on est... Ouais. Mais je vous donnerai pas mon temps. Est-ce qu'il y a une évolution dans cette dépense en termes de sponsoring pour Orange? Est-ce qu'on est sur une augmentation au fil des années? Est-ce que, bon, globalement, pas forcément sur une diminution, mais on va stagner parce que le Covid y a mis son grain de sel, etc. On est plutôt... Ouais, on a des engagements. On est engagé jusqu'à la fin de l'année avec la Team Vitality comme partenaire majeur. Donc ça, on ne revient pas sur nos engagements. Et contrairement au sport traditionnel, il y a eu assez peu d'impact parce que les compétitions ont quand même eu lieu. Ouais. Les engagements pris par la team aussi, parce qu'on attend de leur part d'avoir des contenus. Ils ont continué à produire des contenus, donc on a quand même pu continuer à animer. Donc il y avait moins de problèmes de ce côté-là. Mais pour revenir à votre question, voilà, c'est devenu plus important. Après, voilà, on fait attention à ce qu'on fait. On n'est pas non plus à jeter l'argent par les fenêtres. Donc voilà. Si on compare avec le sport traditionnel, là où Orange est aussi impliqué, Orange a été sponsor maillot de l'OM par exemple il y a quelques années, majeur, pas que d'ailleurs. Dans l'évolution, disons que ça augmente, la part de l'e-sport augmente plus facilement. Non. Non, ça reste. On s'est toujours engagé de façon importante. Ouais. Donc toujours avec une stratégie aussi à développer nos propres réseaux, en tout cas sur les réseaux sociaux, nos axes de communication, en créant nos propres contenus.
Donc on a créé Rush eSport à l'image de ce qu'on peut faire sur le foot et rugby. Ouais. Donc du coup, pour prendre la parole et justement un petit peu avoir un vrai positionnement. Donc encore une fois, on le fait sérieusement, on produit les choses de façon cohérente. Mais ça reste, c'est un investissement important, hein, c'est pas un petit investissement, c'est sérieux. Oui, il y a une question que j'ai envie de poser maintenant. Orange n'est pas partenaire de Vitality sur tous les jeux, par contre. Non. Il y a des jeux où c'est C'est plus compliqué en fait. c'est plus compliqué. Ouais. Tout ce qui est PJ, FPS, 18, voilà, on n'y est pas. Tout ce qui est, donc Peggy 18, vous n'y Ouais. êtes pas dessus? Non. Ok. C'est trop compliqué en fait en termes d'image pour Orange. Ouais. On voit bien évidemment, le côté compétitif, jouer en équipe, ça c'est indéniable. Après, c'est en termes d'image. L'image, Là, c'est encore trop violent et on n'est pas du tout prêt à pouvoir s'associer à ce type de jeu. Et justement, c'est une question que je peux un peu poser à tout le monde. Ça, il y a des vraies discussions avec les marques en France autour de ça. Alors Xavier, la Carmine, vous n'êtes pas sur les... Non, mais enfin, après peut-être Benjamin, mais juste rapidement, en fait, avant de se lancer sur un nouveau jeu, on va, quel que soit le club en fait, hein, tu vas peser le pour et le contre. Et dans le pour, il y a évidemment si tu peux monétiser le jeu et si tu ne vas pas faire fuir des partenaires potentiels. Et clairement, sur CSGO, c'est un frein énorme en France. Dans certains pays, ça l'est moins. En France, ça le reste. Et je pense que Benjamin pourra témoigner là-dessus. Hein. Non, il y a une vraie difficulté effectivement en France d'aller sur des jeux, on va dire, très violents, des jeux de shooter, effectivement, notamment pour les annonceurs. Ouais. Je pense que tous, ils arrivent à comprendre l'audience et te dire on peut toucher l'audience. Après, c'est plutôt une question d'image, un peu comme en France. Enfin, même les jeux, et même s'il y a, je reviens dans le sport, il y a le MMA qui va arriver, etc. Il peut y avoir un attrait, de l'audience, etc. C'est compliqué d'aller chercher les annonceurs parce qu'on est associé à de la violence pure. Alors qu'en Europe, on voit que c'est beaucoup plus simple d'aller justement sur les jeux de shooter, etc. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est une question assez française. En fait. Ça reste quand même très français, justement, sur l'image perçue du jeu et de se dire après, il y a aussi enfin, tout un passé, on va dire, est lourd sur la partie, on va dire, liée aux attaques terroristes, etc., qui est en France. Et je pense qu'aussi, même dans l'imaginaire, etc., c'est quand même très compliqué d'aller sur les shooters. Et alors, par exemple, on visualise Counter-Strike, hein, où effectivement il y a une dimension terroriste, antiterroriste, une question, on va dire, désormais séculaire, hein, sur les partenaires qui seraient, on va dire, qui auraient peur de tout cela. Si on prend un Valorant qui a, on va dire, retiré l'aspect terroriste, antiterroriste, qui a retiré tout ça, toute, on va dire, ressemblance au monde réel serait purement fortuite. Et on est sur un truc un peu plus cartoonesque. Est-ce qu'on est sur le même principe? Il y a des armes à feu, donc c'est un no-go. Ou est-ce que là, on a une dimension quand même, on va dire, sociétale en moins? Ouais. Est-ce que Valorant... C'est plus simple. On y va, ouais. Stéphane, c'est plus simple. C'est un côté, voilà, comme vous le dites, c'est cartoon, donc c'est beaucoup moins réaliste. En fait, le problème, il est sur le côté très réaliste, en fait, sur CSGO ou les autres, hein, Call of Duty, mais le côté Valorant, c'est beaucoup plus... Je vous dis pas que c'est simple, mais on le teste. Et puis, c'est un PJ 12 même. Donc, on est plus à l'aise. Mais on fait très attention. On est hyper vigilant. Vous doutez bien, comme une marque comme Orange, c'est pas, c'est pas anodin. C'est moins clivant, quoi. Mais on sent quand même, ça dépend vraiment des marques. C'est un peu, on sent que c'est vraiment à la frontière entre ces jeux type justement Call of Duty où c'est vraiment marqué Peggy 18, où il y a un no-go de la part de toutes les marques grand public et qui s'adresse principalement à les marques endémiques qui, elles, sont habituées à cet univers-là et s'adressent à une communauté très engagée. Et puis les Valorant où on est un peu sur, c'est un peu la frontière, quoi. C'est un peu la ligne jaune, quoi. Et un League of Legends qui finalement est un jeu violent, mais plus cartooniste, etc. C'est facile à vendre. Oui, alors là, pour le coup, il n'y a aucune problématique sur un jeu comme League of Legends, qui n'est pas du tout considéré comme un jeu violent. Même si c'est un jeu de combat, ça reste un jeu ça se passe sur une carte. Effectivement, il y a un côté absolument pas du tout réaliste, en fait, quoi. Du coup, ça rassure quand même beaucoup les marques. Et la difficulté de League of Legends, elle est différente. Elle est sur la conceptualisation, en fait, du jeu, qui est beaucoup plus compliqué à appréhender quand on ne connaît pas le jeu. C'est compliqué. C'est beaucoup plus simple, en fait, sur un Valorant que sur un League of Legends, quoi. Valorant est plus visuel. Exactement, tout à fait. Alors justement, Raoul, toi qui es en contact de ces sponsors et qui va les rattacher à des événements, on parlait de la LFL qui est donc la ligue française de League of Legends, que cherche un sponsor quand il va débarquer sur la LFL, quand on va commencer à prendre contact? Quels sont les premiers éléments que cherchent les sponsors? Est-ce que la Carmine joue?
La Carmine joue déjà. Alors, il se posait déjà la question avant que la Carmine arrive. Et en l'occurrence, non, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, ils cherchent avant tout de l'audience. Donc, quand ils se positionnent sur une compétition, que ce soit sur une compétition, que ce soit sur une team, et on en parlait tout à l'heure, et c'est un sujet dont j'aimerais bien qu'on revienne d'ailleurs, parce que autant effectivement les teams, elles ont beaucoup de revenus qui viennent du sponsoring, mais aujourd'hui le sponsoring seul ne permet pas de financer l'ensemble des coûts qui sont liés à une team. Alors, en l'occurrence, la Carmine est peut-être un cas un peu spécifique, mais une grosse partie des budgets qu'aujourd'hui utilisent les teams proviennent souvent des levées de fonds en fait. Et c'est vrai que c'est un élément dont on n'a pas évoqué, mais qui aujourd'hui finance pour grande partie en tout cas les teams dans les sports français. Et le sponsoring finance également une grosse partie. C'est-à-dire qu'effectivement, la majorité des revenus aujourd'hui des teams reviennent des sponsorings. Et c'est quasiment l'unique revenu des ligues professionnelles d'e-sport. Donc c'est vrai que quand une marque nous sollicite aujourd'hui, ou quand nous on discute avec des marques, elles viennent avant tout chercher une audience. Une audience qui est de plus en plus puissante, qui aujourd'hui représente quand même des audiences assez conséquentes, et surtout une audience qui est assez exclusive. C'est-à-dire que c'est des audiences qui est compliqué d'aller toucher en fait, au travers des médias traditionnels. On s'adresse à une audience qui est extrêmement engagée, qui est passionnée. En fait, c'est des gens qui sont effectivement, qui évoluent dans un univers extrêmement communautaire. Et souvent, les marques viennent nous voir parce qu'elles ont une problématique spécifique sur une typologie de cible qui est en gros des jeunes hommes qui ont entre 15, 25, 15, 34, 10, 35 ans pour être vraiment sur un spectre très large et qui aujourd'hui n'arrivent pas à les toucher quand ils vont communiquer sur des médias plus traditionnels. Télévision, radio. La radio, la presse. D'accord. Parce que alors du coup cette audience, comment est-ce qu'on la mesure? C'est-à-dire on a ce fantasme dans la mesure de l'audience jusque très récemment où on prenait soit les spectateurs maximum, donc c'est-à-dire ah bah tiens mon contenu il a fait une pique à 100 000, je sais pas. Ou alors les spectateurs moyens, c'est-à-dire paf, sur 2 heures d'émission, sur 2 heures de tournoi, je prends la moyenne des spectateurs, je la vends. Ou est-ce qu'il y a une autre métrique? Qu'est-ce qu'on fait pour vendre l'audience globalement? Non, mais c'est une vraie question parce que c'est vrai que c'est. Et ça, je pense que Stéphane, tu auras ton analyse aussi. Mais on est sur ce qu'on appelle des KPIs qui sont un peu spécifiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des systèmes de calcul d'audience qui sont comparables à ceux qu'on retrouve en télévision, même si on en a quelques-uns, effectivement. L'audience moyenne en est une, le pic d'audience en est une, et c'est vrai que c'est assez comparable à ce qu'on peut retrouver en télévision via les études de médiamétrie. Mais c'est vrai qu'on insiste souvent sur différentes mesures qui sont le pic d'audience, donc c'est effectivement le moment de la diffusion qui rassemble le plus d'audience. Quand la Carmine joue, du coup? Alors, en l'occurrence, quand Carmine joue, effectivement, on atteint souvent des pics d'audience assez importants, et effectivement, on fait des moyennes d'audience qui permettent aussi de voir quand la Carmine ne joue pas, et qui reste quand même très, très intéressante. On regarde également le nombre de minutes vues. Ça, c'est un élément qui est assez intéressant quand on travaille dans les médias. Ça permet de calculer le temps de présence en fait, du logo par rapport aux audiences qui sont devant. En fait. Donc ça, c'est un élément qui n'existe pas forcément justement dans les médias traditionnels. C'est pour ça qu'on dit à nos joueurs de gagner moins rapidement, parce que comme ça, on a plus de logos. Ah, d'accord. Vaut mieux faire un VO5 à 3. Merci Xavier pour ta générosité. Mais il ne m'écoute pas. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments et de calculs d'audience qui sont assez propres à l'univers de l'e-sport et qui intéresse de plus en plus justement les marques. On y reviendra tout à l'heure. Moi, il y a une question qui m'intéresse beaucoup. Benjamin, c'est toi qui viens plutôt du monde du sport traditionnel. Comment tu as vu l'e-sport arriver et dans avec quelle ampleur surtout? Et surtout, disons, ces 2 dernières années, parce que le Covid a sans doute joué beaucoup dans ça. Ouais, effectivement. Enfin, déjà, je pense qu'il y a un point commun déjà qui utilise notamment dans la partie sponsoring de sport et l'e-sport. C'est que dans les 2 cas, et comme disait tout à l'heure Raoul, il y a les médias traditionnels aujourd'hui qui, on l'a vu, sur les jeunes, consomment plus, comme les gens de ma génération, peut-être un peu plus vieux, mais forcément qui ne consomment plus les médias. Ils sont difficiles à toucher. Et en fait, on s'aperçoit que les jeunes, qu'est-ce qu'ils consomment? Ils consomment ce qu'ils aiment. Et au final, c'est la passion. En fait, il y a un point commun entre le sport et l'e-sport, c'est la passion. Et nous, notre rôle, au final, c'est de se dire comment cette passion, on arrive à la mettre au service des marques pour atteindre leurs objectifs. Et leurs objectifs, qui peuvent être des objectifs de notoriété, qui peuvent être des objectifs d'image, qui peuvent être des objectifs même très de développement des ventes, beaucoup plus financiers, etc. Mais voilà, c'est vraiment un point commun qui est entre le sport et l'e-sport et qui permet aujourd'hui, on va dire, de pouvoir vendre des sponsorings. Et donc vraiment sur ces
je repose la question, sur ces 2-3 dernières années, les marques sont beaucoup plus en demande sur l'e-sport. Vous avez ressenti vraiment une évolution de ce Non, ouais, effectivement, on sent une vraie demande sur la partie e-sport, on sent de plus en plus d'intérêt. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est un moyen vraiment opportun d'aller toucher les jeunes. Il y a un côté un peu novateur. Et j'ai l'impression que les marques commencent à sentir la tendance de l'e-sport, etc. Et c'est un moyen de toucher les jeunes. Alors, il y a beaucoup d'éducation à faire. Ouais. C'est pas moi qui le fais, je suis pas le meilleur expert e-sport, mais on a des experts e-sport chez nous qui viennent justement nous accompagner pour expliquer aux marques qu'est-ce que l'e-sport, comment on le regarde, etc. Et on sent qu'il y a un vrai besoin. Et surtout, tu parlais du Covid, mais je pense que le Covid a aussi eu un côté positif. Déjà parce qu'il y a eu des événements qui ont continué d'être tournés en live avec des audiences, etc. Mais également, je pense qu'avec le Covid, il y a eu un besoin, alors peut-être que Stéphane, tu pourras me contredire, mais de la part des annonceurs de parler vrai. On sent que les consommateurs, ils ont besoin de sens et les marques ont besoin de recréer de la communication avec le sens. Et dans les médias traditionnels, un annonceur il va payer une page de pub et il va passer son message qui va être diffusé, on va dire, en top-down, et il va te le mettre au maximum, mais tu ne crées pas de lien. Alors que dans le sport et dans l'e-sport, tu peux créer de l'engagement, tu peux créer du lien et créer de la discussion. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que ça accentue et on voit qu'il y a de plus en plus de discussions aujourd'hui qui vont aller dans l'e-sport. Ça, c'est un point commun qu'on a avec le sport traditionnel. C'est-à-dire que nous, on est, comme tu l'évoquais tout à l'heure, on est sponsor sur le foot et également, sur le rugby. Mais voilà, les choses qui sont intéressantes, en fait, c'est de pouvoir construire des programmes par ailleurs. C'est pas uniquement la visibilité du logo, ça c'est une chose, c'est important. Il y a des audiences, c'est important. Après, il y a des choses dont on n'a pas parlé, mais c'est sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on entend comme en termes d'engagement. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça pardonne pas. C'est pas juste effectivement comme à la télé, on dit, il y a eu 150 000 personnes qui ont regardé le contenu. On ne sait pas dans quelles conditions ils ont regardé le contenu, s'ils étaient attentifs ou pas. L'avantage avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut mesurer, en tout cas, un engagement, un intérêt ou pas. C'est-à-dire les gens, ils vont partager un contenu. S'ils le partagent, qu'ils le commentent, c'est que ça a généré un intérêt. Et c'est vrai que dans le sport et l'e-sport, il y a beaucoup plus d'engagement. Exactement. qu'ailleurs, en fait. Exactement. Et l'e-sport, c'est sans commune mesure. Nous, de ce qu'on peut voir par rapport éventuellement avec le foot, et l'équipe de France en particulier, mais l'e-sport, en tout cas le travail qu'on fait avec la Team Vitality, les niveaux d'engagement sont sans commune mesure. Ah ouais. Parce que c'est une audience qui est là, en fait. Donc, Moi, je ne connais pas les taux d'engagement de la Team Vitality, mais je vais pouvoir te donner les nôtres. On a un taux d'engagement minimum, quand on joue les jours de match, évidemment, qui est entre 9 et 18%. Là, on a eu très gros. sur Twitter, donc le match qui a fait le plus de taux d'engagement, c'était celui contre Solari. On était à 17,8% de taux d'engagement sur Twitter. C'est complètement C'est-à-dire, quand tu parles de taux d'engagement, c'est-à-dire, c'est Alors, taux d'engagement, en fait, c'est une interaction que fait l'utilisateur de Twitter sur un tweet qui est fait par donc tu cliques, tu réponds, tu retweets, tu likes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en moyenne, en fait, le taux d'engagement qui se passe en général sur Twitter, il est aux alentours de, en moyenne, 1-2%. Ouais, c'est 1% dans la 1%. Et quand tu dis 17%, c'est-à-dire qu'il y a 17% des gens qui suivent la Carmine sur Twitter? Non. Ça veut dire que sur un post qui a été fait sur le compte de Carmine Corp, le jour de match, tu as 18% des gens qui l'ont vu qui ont interagi avec. C'est ça, d'une manière ou d'une autre. On prend un échantillon de 100 personnes, que ce soit like, retweet, partage. Il y en a 18 sur 100 qui ont réagi. 18% qui ont réagi, ce qui est phénoménal. Phénoménal. Et on a eu sur le mois de mai, donc au moment des EU Masters, la Carmine Corp était le club en Europe qui avait le plus fort taux d'engagement dans les clubs e-sport. Devant G2, Fnatic, avec en moyenne plus de 2,5% de taux d'engagement. Mais parce que c'est lié à une personnalité, en l'occurrence deux personnalités, et ce qui est... Non, parce que c'est sur le compte de la Carmine Corp. Oui, mais c'est pas sur les comptes de Prime raison, ou de Kamel. Mais la base fan de la Carmine Corp, effectivement, vient de la communauté principalement de Prime et Kameto, qui sont les deux fondateurs en fait, de la team. Tu as des chiffres pour... Non, mais c'est mon analyse. C'est mon analyse. Alors, je peux dire qu'elle est partiellement vraie, mais elle est partiellement faute. Elle est partiellement vraie, évidemment, mais la force de la Carmine Corp, c'est d'avoir réussi à dépasser ça. Et la réussite de Kamel et de Prime, c'est d'avoir réussi à créer une marque qui fait qu'aujourd'hui... Un attachement auprès de ses joueurs. Quand tu as un record d'audience e-sport en France d'à plus de 300 000 personnes, évidemment, c'est pas que les personnes... C'est parce que c'est incarné
par des personnalités. Et pour moi, c'est un enjeu qui est majeur dans l'e-sport, d'ailleurs dans le sport aussi, c'est que ce qui génère de l'audience, avant tout, c'est pas un engagement pour une team, quoi, c'est de l'admiration qu'on peut avoir pour des joueurs. En fait, on est fan. Non, moi je suis pas d'accord. On est fan d'une Là, tu team. prêches pour ta parole, je suis pas d'accord. On va laisser Pour- terminer Raoul, Non, mais Xavier, sur le on débat ou on fait oui, un mais trois minutes alors, de on débat, débat je sur veux le laisser débat. terminer la réponse, Xavier. On est fan d'une team parce qu'on est fan de l'activité, donc, en l'occurrence du foot ou de League of Legends, tout ça. On est admiratif de certains joueurs, on soutient des teams parce qu'effectivement, c'est un carré personne. Et moi, c'est une analyse que je fais et qui est assez propre à tout l'univers de Twitch, au même niveau que les streamers. On parle de Kameto, on parle de Prime, on parle de Domingo. Non, On ça n'a rien à voir. Non, Ben, rien à voir. moi, non, c'est mon non, analyse. mais oui, mais là, Et en tout cas, je considère qu'effectivement, les audiences, et le force est de constater que quand on voit que la Carmine Corp, qui est effectivement une team qui est extrêmement populaire aujourd'hui, génère autant d'audience, c'est aussi parce qu'elle est incarnée par des personnalités comme Kameto. Oui, oui, mais encore une fois, alors je suis OK, mais je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée de dire le succès et la réussite d'un club ou e-sport repose sur les joueurs. Et je pense que, et là on peut parler, il y a deux experts du sport, la force des clubs de sport, c'est les institutions et ça dépasse les joueurs. On est d'accord. Voilà, et c'est pour moi, c'est pareil dans l'e-sport. On ne peut pas, et en tout cas le projet de la Carmine Corp ne repose pas sur Prime Non, mais et sur c'est Kameto. pas- Attends, bon, ok. attends. Ouais, je comprends. Non, mais t'as raison. Mais, vous et du rejoins coup, là-dessus. je comprends ce que tu dis, mais pour moi, c'est pas la réussite et la force de la Carmine Corp, je pense, et d'autres clubs qui réussissent et qui vont réussir, reposent sur la force de ce qu'ils créent, Ouais. du lien entre le club, l'institution, les valeurs et le contenu et tout ce qu'on peut imaginer, les résultats sportifs, etc., avec ses fans. Là où je Évidemment, voulais en c'est venir- mieux si c'est incarné, Non, mais ça ne suffit pas. Là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, tu as plaisir en tant qu'amateur de sport ou d'e-sport. Après, je vous laisse rebondir parce que c'est important d'avoir ton truc. Mais tu as plaisir à regarder en fait des compétitions parce que tu es admiratif des compétences techniques de telle ou telle personne ou de telle équipe, clairement. Mais c'est effectivement, en tant que fan d'un jeu ou en tant que fan d'un sport, tu vas avoir plaisir à regarder le Barça, tu vas avoir plaisir à regarder la K-Corp, tu vas avoir plaisir à regarder Vitality, parce qu'effectivement, quand ils font des beaux matchs, quand il y a des beaux mouvements, c'est Oui, mais c'est ça là qui dépasse- fait la magie. En fait. Ok, mais ça dépasse le genre. Et oui. nous, on perd Adam qu'on transfère chez Fnatic. On récupère un autre joueur. Le style de jeu, il ne change pas parce qu'il est incarné. On a un style de jeu C'est qui vrai. est développé par les coachs, etc. On a une identité Non, mais- et elle dépasse les joueurs. Mais les oui, mais joueurs, alors- ils resteront, ils alors, c'est vrai- partiront. c'est vrai pour les et il joueurs. restera la Carmine Corp. C'est vrai pour les joueurs, par contre, là où je suis d'accord avec Raoul, c'est que c'est quand même aussi encore très incarné par la personne de Kameto. Alors oui, c'est en train d'évoluer, mais évidemment. ça tourne quand même encore beaucoup autour de Je ça. pense que, ouais. Non. Je pense que les choses sont en train de se construire, en fait. Si on fait le parallèle avec le sport traditionnel, effectivement, il y a des marques fortes qui commencent à arriver dans l'e-sport. Tout ce que nous, on a pu observer ces dernières années. Effectivement, un attachement au club qui commence à se développer comme on n'avait pas vu auparavant. Ouais. Donc effectivement, c'est toujours important d'avoir des personnalités qui vont tirer ça vers le haut, mais il y a quelque chose où tu as encore un point commun avec le sport traditionnel, c'est que voilà, c'est la force d'un collectif aussi. Ouais. La On performance le voit dans le sportive. rugby, on le voit dans le foot et on le voit dans l'e-sport maintenant de plus en plus. C'est une performance collective. Donc Oui. après, c'est toujours important d'avoir des stars. On le voit bien, le Paris Saint-Germain, Évidemment. voilà, brille Ouais. Évidemment. comme il est. T'as mais- raison, et tu vois des clubs de foot qui effectivement ont des palmarès qui sont assez compliqués, Ah oui. ils ont toujours leur base fan qui est là, qui les soutient. Et c'est- Parce qu'il y a eu aussi un attachement local historique. Voilà, exactement. parce qu'il y a un attachement local historique. Mais moi, j'ai cette conviction, effectivement, que, et j'en reviens en fait, et c'est pour ça que j'avais dirigé un petit peu cette Vas-y. cette analyse, c'est que l'engagement que génère en fait cet ensemble de l'écosystème de l'e-sport et les audiences qu'elles peuvent générer existe aussi parce que c'est incarné par des personnalités qui sont l'incarnation est extrêmement forte. populaires aujourd'hui et qui portent les audiences. Quoi, tu vois. Et d'autant plus sur Twitch, hein, qui est la plateforme de l'incarnation par excellence. Hein. Enfin, je veux En plus, dire, sur Twitch, qui est effectivement incarné par une personne physique. voilà, en fait, quoi. faut pas être naïf. Je veux dire, les audiences de la LFL avant que Carmine joue, ça a été multiplié par 4. Je pense que la LFL était au même niveau de jeu Ouais. qu'avant, Alors- plus sensiblement, et que là, c'est l'incarnation qui a Ouais. fait la différence quand même. Ouais. J'imagine. Alors, le Carmine Corp a clairement permis de faire évoluer les audiences de la LFL. Alors, je ne dirais pas multiplié par 4, mais en Bah, l'occurrence, si, elles ont été il y a les multipliées chiffres. par 2. Ouais. Mais en tout cas, sur les audiences historiques de la LFL, elles ont été multipliées par 4, mais elles ne s'expliquent pas uniquement par l'arrivée de la Carmine. Pas uniquement, voilà, on est Mais, d'accord. mais Non, mais effectivement, évidemment. elle y a d'une carrément année sur l'autre, participé, hein. ouais. On est Non, mais d'accord. le boulot qui a été fait par Webedia sur la LFL, le boulot qui est fait par OTP, évidemment, participe grandement C'est ça. au succès du championnat de France
de League of Legends. Sinon, C'est un ce cercle serait trop vertueux facile. qui, Bien sûr. Juste avant qu'on vienne sur cette question de la LFL, on en Oui, reparlera. on va y revenir. Benjamin, sur cette question de l'incarnation et des clubs, quand vous, Sportsfive, vous discutez avec les marques, ils viennent vous voir pour les joueurs, ils viennent vous voir Je pense que c'est pour un mix des deux. Il y a effectivement des personnalités qui ont une vraie personnalité, qui jouent un rôle très important. Mais il y a un point, moi, qui m'a surpris aussi, notamment dans l'e-sport, et je pense notamment dans les grosses équipes, c'est une certaine maturité, notamment une maturité dans le positionnement. Et je ne citerai pas, mais par exemple, dans un club de foot, il y a certains clubs, alors, si on prend par les gros, si je te dis la différence de positionnement entre tel club, honnêtement, on est bien emmerdé. Alors que dans l'e-sport, honnêtement, Vitality, c'est pas le positionnement de Solari, qui n'est pas encore moins le positionnement de la CACORP. Chaque équipe va avoir un positionnement qui est assez fort. Et ce qui, au final, pour des annonceurs, voire même MCES, qui a un positionnement aussi qui est très spécifique, sport, e-sport, etc., mais aussi pour un annonceur, ça rend aussi parfois des choix plus faciles en se disant vers quelle équipe, aussi incarnée par les personnalités, mais je vais avoir plus d'affinité, et quelle équipe va pouvoir porter l'image de ma marque. C'est vrai. Et donc, il y a des valeurs effectivement, différentes. mais il y a des des histoires valeurs et des histoires très très différentes. Et aujourd'hui, c'est une grosse maturité de l'e-sport, et ça rend le choix aussi pour les annonceurs un peu plus facile. Est-ce qu'il y a plus d'incarnation aujourd'hui de la marque dans l'e-sport que dans le sport? Est-ce qu'il y a vraiment eu ce truc-là, on la met plus en valeur, entre guillemets, et on le... Ouais, j'ai l'impression que les annonceurs sont très bien appréciés par la communauté dans l'e-sport. Après, il y a quand même des règles de base. C'est ce qu'on dit aux annonceurs, c'est si tu veux aller dans l'e-sport, déjà, il faut le faire avec authenticité. Faut le faire pour apporter quelque chose à la communauté et le faire vrai. C'est juste pour prendre un message un peu traditionnel de la pub et le mettre dans l'e-sport. Je suis pas sûr que ça marche. Mais maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter à la communauté, comment on peut le faire de manière vraie, comment on peut parler vrai à la communauté. Et effectivement, j'ai l'impression que quand les annonceurs le font, honnêtement, il y a des bons retours, la communauté apprécie les sponsors, on parle à des marques qui sont surpris. Quand on fait des annonces de partenariat, il y en a qui me disent « mais attends, j'ai taux d'engagement, tu m'aurais dit que ça, j'aurais fait ça au bout d'un an, j'aurais signé tout de suite et je le fais pour la soirée d'annonce ». Donc effectivement, c'est hyper positif et donc les marques sont très très bien aussi. Ouais. Et il faut qu'ils ont signé. Alors, moi j'ai une question, parce que la Covid a quand même globalement bien chamboulé le marché de l'e-sport. On sait qu'il y a des scènes qui ont pu se développer. On pense à League of Legends, Counter-Strike, sous certaines conditions, certes. D'autres scènes qui se sont vraiment tues pendant la période de Covid. Et j'embrasse tous mes frères et sœurs de jeux de combat, qui j'envoie des mots doux et j'entends en régie, et je les entends en régie se gausser, figure-toi. On a assisté à une année, on va dire, inédite pour le marché de l'e-sport, où pour la première fois depuis 10 ans, le marché de l'e-sport a, on va dire, cessé d'augmenter aussi fortement, voire stagné. On est resté sous la barre du milliard, selon certains, pour le chiffre d'affaires global, ce fameux milliard qu'on attend toutes et tous pour dire « Ah, ça y est, on l'a fait ». Moi, la question que j'ai, c'est est-ce qu'on assiste à une baisse de la confiance des sponsors? Et je me tourne vers toi d'abord pour cette question, Benjamin. C'est est-ce que les sponsors se sont jetés sur l'occasion de se dire « Ah bah tiens, c'est du tout numérique, tout online », ou au contraire « Ah bah non, ce sont des opportunités en moins ». Comment est-ce que ça a réagi à ce niveau-là? Non, je pense peut-être au tout début, il y a quelques opportunistes qui ont saisi des opportunités, etc. Ouais. Mais je pense que notamment sur le long terme, on se rend compte que justement, les annonceurs ont pris le temps d'y réfléchir, de faire des stratégies. On ne fera pas de spoiler, mais je pense qu'entre septembre et décembre, on va annoncer pas mal de beaux et de nouveaux sponsors qui vont arriver sur la scène e-sport. Malheureusement, je ne vous dirai pas qui, pas tout de suite. Mais effectivement, les annonceurs ont pris conscience, donc je pense que ça va augmenter. Après, la barre du milliard entre guillemets, sur les revenus, je pense que ce n'est pas la partie sponsoring qui a baissé. Au contraire, je pense qu'elle a continué d'augmenter. Il y a de plus en plus de marques qui ont augmenté. C'est éventuellement les autres revenus qui ont dû baisser parce qu'effectivement, pas d'événements, moins de consommation sur d'autres sources de revenus de la part des clubs et des institutions. Exactement. Et je pense que la partie justement revenus sponsoring a continué d'augmenter. Ouais, alors juste là-dessus, on en a déjà discuté, mais au moment où la planète s'est arrêtée en mars 2020, tous les budgets ont été coupés. Ouais. On a déjà discuté ici. Moi, quand j'étais chez OG, on était sur le point de signer 3 deals. Je les ai perdus du jour au lendemain, et pas des petits deals. Et ce qui s'est passé concrètement, c'est manque de visibilité de la part des marques sur, en gros, qu'est-ce qui se passe. Donc, bonjour, on discute en janvier ou en décembre 2020. Déjà, toi, tu te prends 8 mois sur ton budget, premièrement. Et après, quand tu commences à rediscuter en 2021, alors en fait, c'est soit du court terme, soit tu reprends. Et donc, en fait, et ce que dit Benjamin, c'est-à-dire qu'il va y avoir des annonces là dans les 6 prochains mois, et il va y avoir beaucoup plus d'annonces sur 2022, avec beaucoup d'arrivées sur 2022. C'est du teasing, hein. Ouais, très bien. Non, mais je parlais de manière globale. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'annonces. Non, vraiment de manière globale. D'ailleurs, je vous rejoins sur votre analyse, en fait. C'est-à-dire que la crise sanitaire a mis un coup de frein
très ponctuel en fait, sur l'e-sport. Moi, enfin, sur ma partie à moi, on n'a pas du tout été impacté parce que en tant que producteur de compétition, on a pu rebondir en fait en diffusant l'ensemble de nos contenus en digital, en full digital sur une technologie qu'on connaissait et qui générait de l'audience et qui en plus a vu son audience grossir de manière assez importante. Effectivement, la baisse qu'on peut constater en fait, dans l'écosystème global de l'e-sport, elle est surtout liée aux événements qui représentaient comme une part importante des revenus de l'e-sport. On pense à l'ESL, on pense à toutes ces grosses organisations en fait, d'événements e-sport qui, du jour au lendemain, ont dû arrêter leur activité. Et ça générait effectivement une grosse partie des revenus global de l'e-sport. Ce qui n'a pas été le cas de tout le monde, et notamment, je rejoins Benjamin sur ce que tu disais. Aujourd'hui, on commence à avoir un certain historique en fait, de l'investissement des marques en fait, dans le sponsoring e-sportif. Dans la plupart des cas, ils inscrivent ça dans une logique de stratégie sur du long terme. Des annonceurs qui nous suivent depuis 2, 3, 4 années en fait, aujourd'hui dans l'e-sport. Orange est présent depuis longtemps dans l'e-sport et n'a jamais reconsidéré son engagement. Donc c'est une preuve qu'effectivement, ça commence à vraiment s'inscrire en fait, dans une logique stratégique en fait. Ouais. Et effectivement, on voit de plus en plus de marques aujourd'hui qui s'y intéressent. Malgré une vraie dynamique. Il y a une vraie dynamique qui a été. Stéphane, sur cette question du Covid, je suppose que la gestion pour la partie sportive et la partie sportive n'a pas été la même finalement. Pas du tout la même. Ouais. Après, l'engagement était le même. C'est-à-dire qu'on a considéré que effectivement la situation était compliquée pour tout le monde. Pour nous comme pour nos partenaires. Et donc voilà, on a pris la décision, comme beaucoup de gros sponsors en France d'ailleurs, de continuer à accompagner les clubs. Ouais. Donc après, il y a bien évidemment des discussions sur des compensations qui peuvent s'engager, mais ça n'a pas été du tout le cas avec la Team Vitality, puisque encore une fois, ils ont pu répondre à leurs engagements. Au contraire, ça a été un peu, pas une bouffée d'oxygène, mais d'un point de vue sponsoring. Carrément, bien sûr que ça a été une bouffée d'oxygène. De se dire, il y a ça qui va continuer, et on va... Exactement. Concrètement, on passe en Covid, on l'a dit, mars 2020, on arrête la plupart des industries culturelles, tout du moins ça se ralentit. Chez Orange, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait avec Vitality, ou tout du moins qu'est-ce qu'on a fait sur le volet e-sport pour créer quelque chose de nouveau ou s'adapter à la situation ? On n'a rien créé de nouveau, on a continué à travailler comme on le faisait avec eux. Encore une fois, alors, il y avait effectivement moins de visibilité sur les compétitions, donc ça a été évident. Mais sur la partie de production de contenu, on a continué à produire des contenus sur Rush eSport qui étaient c'est autour des jeux sur lesquels on est sponsor, sur League of Legends ou sur Rocket League. Donc on a continué à alimenter, on a continué à raconter des histoires, à faire des interviews. On a réussi à nourrir notre ligne éditoriale pendant tout le Covid, toute la Covid. Mais en tout cas, on était là. Tu peux dire le Covid. Le Covid. Mais en tout cas, oui, tout à l'heure, il y a un point qui était intéressant quand vous parliez effectivement des marques de redonner du sens. Nous, c'est quelque chose qui prend toute sa... En tout cas, c'est quelque chose sur lequel on est hyper vigilant, et que ça soit sur le sport traditionnel ou sur l'e-sport, c'est de raconter une histoire. Et en fait, nous, le positionnement dans l'e-sport, pour Orange, on se positionne un peu comme un équipementier dans le sport traditionnel. C'est-à-dire qu'on en a parlé des tonnes de fois avec les personnes ici présentes. Sur le sport traditionnel, vous avez les équipementiers que vous connaissez, que ce soit Nike, Adidas ou Puma, peu importe. Nous, on considère que dans l'e-sport, pour jouer dans les meilleures conditions, ou pour regarder les casters ou votre streamer favori, il vous faut le meilleur réseau. Donc le positionnement, il est plus comme un équipementier. On travaille bien évidemment, un gros travail d'image, et puis surtout d'aller chercher une audience qui est plutôt plus difficile à aller chercher par rapport à ces modes de consommation qui ont évolué. Mais en tout cas, on raconte et on redonne du sens. Et du coup, on a même eu des discussions avec la Team Vitality par rapport à notre positionnement de marque. Ouais. Là, on en parlait effectivement sur des positions de responsabilité sociale d'entreprise. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de développer des contenus avec nos partenaires. Et on a développé des contenus avec la Team Vitality, notamment sur les addictions aux écrans. Et de dire, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la compétition, et puis il y a un temps pour d'autres choses. Et donc, c'est des choses qui nous intéressent à construire, en fait. Sur ce sujet, je pose la question maintenant. Il y a eu un besoin, quand même, un moment, pas de se reconstruire côté Orange dans l'e-sport, mais il y a eu un moment, quand même, où vous étiez aussi très présent sur les événements, et où, à chaque fois qu'il y avait un problème, et même si vous n'étiez pas présent sur ces événements-là, ce n'était pas vous qui fournissiez Internet, tout le monde vous... À partir du moment où vous mettez le logo Orange quelque part... Effectivement, on a arrêté un moment, ça a été vraiment un switch, parce qu'on était partenaire de gros événements en France.
Et 2-3 fois, on a eu des problèmes parce qu'on ne maîtrisait pas en fait, le réseau du La partie début réseau. jusqu'à la fin et on passait par le prestataire du lieu. Ouais. Et donc, voilà, et du coup, le fait d'être engagé auprès d'équipes ou entre guillemets, d'influenceurs, ça nous a permis de désamorcer assez rapidement les situations de crise. Parce que voilà, pour avoir un peu un écho assez fort pour dire que c'était pas, en tout cas, de notre fait. Mais c'est trop compliqué, beaucoup trop compliqué Ouais. à gérer. On se souvient des épisodes malheureux. Hein, Si on n'a et pas la là, maîtrise de A à Z, mais c'est vrai sur tous nos événements, parce que bien évidemment, même sur le sport traditionnel, quand on est partenaire de l'Euro, quand on est partenaire de la Coupe du Monde féminine, quand on est partenaire du Tour de France en ce moment, le Tour de France, si on n'est pas là, c'est l'écran noir. Donc on a des dispositifs, on a une centaine de personnes qui travaillent sur le Tour de France, qui assurent justement la retransmission pour tous les médias. Et donc si on n'est pas dans l'e-sport. mais dans l'e-sport, si on n'est pas, mais souvent on n'est pas capable, on ne peut pas Ouais. le faire, parce que souvent c'est dans des lieux où on n'a pas la maîtrise technique du point A jusqu'à la compétition. D'accord. Et c'est là où ça devient Et compliqué. en plus, vous êtes sur une activité qui est quand même très liée à l'univers de l'e-sport, du gaming. Donc il y a Complètement, on est au cœur du population, système. une audience qui est extrêmement exigeante vis-à-vis de votre service. Quoi. Enfin, Tout le monde est très exigeant vis-à-vis de oui, nous. mais oui, Je te le tout monde a confirme. raison. C'est vrai. Non, mais on est parti Non, mais du vous êtes- principe que le réseau, maintenant, c'est quelque chose de simple. On appuie, il faut que ça marche. Ouais. Donc on s'agace très très vite, hein, mais moi y compris. Donc, mais par contre, on oublie que derrière, c'est quand même quelque chose de très complexe. Les réseaux, c'est des infrastructures assez importantes. Donc, mais voilà, donc c'est là où, quand on est partenaire sur un événement, il faut vraiment assurer Ouais. voilà, de pouvoir en tout cas avoir la maîtrise de tout le réseau. Et Benjamin, là-dessus, quand les sponsors ont eu cette réactivité vis-à-vis du Covid, quel a été le message envoyé? Est-ce que c'était dans une... Comment on a fait pour les rassurer? Est-ce qu'on a... La même question finalement. Est-ce qu'on a proposé quelque chose de nouveau pour contourner un peu le problème, le surmonter, cet obstacle où on ne peut plus vraiment faire d'événements, quoi? Je pense qu'en fait, ça s'est assez bien adapté parce que, enfin, encore une fois, la scène e-sport s'est adaptée très vite, justement, à la situation avec la scène sanitaire. En tout cas, beaucoup plus vite que dans le sport traditionnel, à trouver des moyens pour trouver des événements, mettre en place des événements. Et donc, au final, trouver des solutions pour les sponsors. On n'a pas eu, dans le cadre de sponsors dans l'e-sport, de partenaires devant, quelque part, réclamer des contreparties parce que certains droits n'ont pas été livrés. Il y a une proactivité, on va dire, à la fois des équipes avec lesquelles on travaille, des ligues, etc., de dire, bon, bah voilà, ça peut pas être livré, mais on va trouver une contrepartie, tes enjeux, c'est ça, on va essayer de faire ça en contrepartie, on va t'apporter tel reach, tel moyen, etc. Et en fait, beaucoup de maturité, ce qui a permis, au final, de garantir le même niveau de rendu aux marques et créer de la Même niveau. satisfaction. Ouais, et puis ce qui s'est passé également, c'est qu'on a constaté que vu que les gens étaient confinés, ça a mécaniquement généré une audience supplémentaire. En fait, ça a augmenté l'audience historique des compétitions. Et puis moi, ce que j'ai pu remarquer également, c'est qu'il y a eu pas mal d'investissements un peu de manière très ponctuelle, en fait, sur des marques qui se retrouvaient avec des budgets qu'ils ne pouvaient pas dépenser en médias, notamment affichage, ou d'autres médias, en fait, qui pour le coup, subissaient de plein fouet, en fait, la crise sanitaire, et qui se sont dit, en fait, ce budget-là, au lieu de le supprimer et de rien en faire, je vais tester un nouvel univers. Ah oui. En l'occurrence, l'e-sport, qui était justement dans cette phase croissante de Ouais, l'audience. alors le test, c'était plus sur Twitch et des Pour émissions de gaming que sur de l'e-sport. Bah, Ouais. C'était les deux. du... Ouais, non, Ouais. mais t'as raison. Non, mais, C'est plus le grand gagnant, en fait, Ouais. de ce qui s'est passé l'année dernière, c'est Twitch. alors, Et ce sont les, exactement, et c'est les Twitch. médias, c'est les Twitch, budgets et ça médias. s'est traduit par Et c'est effectivement moins sur, une partie sur le notamment gaming, pour les une clubs. partie sur l'e-sport, et évidemment une partie sur les streamers. Il n'y a pas eu de retombées réelles sur les clubs Ah si, on a perdu des contrats. Oui. Alors, nous, on Non, mais tout a été décalé, Bah, tout est décalé. Non, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça a servi Ouais. et que ça sert à moyen terme. Le problème, c'est que tu as, on l'a dit tout à l'heure, tu as la grande majorité des clubs qui perdent de l'argent et qui vivent majoritairement du sponsoring. Donc quand tu sais que tu perds des contrats de sponsoring parce que c'est panique à bord, bah là, tu as beau te dire super, dans 1 an et demi, ça ira mieux, mais en attendant, comment tu fais c'est sûr. Donc oui, aujourd'hui, ceux qui ont passé le cut et qui sont en bonne position, enfin qui sont toujours là et qui ont bien bossé, bah oui, ils sont dans une situation idéale. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que je change un petit peu de sujet, je sors un peu de la période de Covid, on a beaucoup parlé de ça. Est-ce que c'est facile de vendre, alors je me tourne vers tous les trois, mais Stéphane, ce serait aussi intéressant d'avoir ton
ton regard là-dessus. Est-ce que c'est intéressant qu'est-ce qu'on vend en fait aux marques en termes d'exposition, sachant que c'est Alors, très différent du sport. Vend du rêve. Un sponsor en fait, maillot. ouais. En fait, ça va. Non, mais c'est une très bonne question, et c'est la question en fait du sponsoring. Et c'est de se dire, en fait, quand tu vas voir un partenaire, ou quand un partenaire vient te voir, ou quand Benjamin vient te voir en disant il y a quelqu'un qui s'intéresse à la carmine, bah déjà, tu essaies de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend? Comment il perçoit l'e-sport? S'il ne se trompe pas, s'il ne fait pas des mélanges comme parfois Raoul fait entre l'e-sport et le gaming, tu vois. Je ne rebondis pas. Non, mais je relance, parce que je vois que tu es en train de t'endormir, donc je te relance un peu. Mais du coup... Je t'invite à me donner ta définition de l'e-sport, et comme ça, je peux enfin un consensus mais on fera ça global. après. Je le ferai après. On essaie d'arriver à un consensus global. Du coup, l'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que tu attends de l'e-sport? Qu'est-ce que tu attends de la LFL? Qu'est-ce que tu attends de la Carmine Corp? Déjà, un, comprendre. Deux, après, tu vois si c'est réaliste ou pas. Et comme le disait Benjamin aussi, tu adaptes ce que lui, il a en tête par rapport à ce qui est réalisable. Je vais te donner un exemple. Donc là, on a signé un partenariat, on est en train de discuter sur les activations. Lui, il avait une idée en tête. Je lui ai dit, non, c'est juste pas possible. Si tu fais ça, en fait, c'est contre-productif. Et je lui explique pourquoi c'est contre-productif. Grosso modo, Et- on peut décrire à peu près cette idée, grosso modo? Non, on ne peut pas. Mais, et du coup, c'est ça le plus important. Juste Et à couper une seconde, vas-y, juste je t'en sur ce prie. point-là, qui a une vraie différence par rapport au sport et ce que une maturité de l'e-sport. Hein, c'est typiquement dans l'e-sport, des équipes, des ayants droit sont capables de nous dire non, ça ne plaira pas à la communauté. Et parfois dans le sport, on voit des activations qui sont quand même à la limite, voire parfois qui sont taillées, parce que justement, certains, on va dire, ayants droit dans le sport n'ont pas cette maturité de dire non, on va peut-être pas faire ça. Mais voilà, excuse-moi, je t'ai coupé en plein milieu. Et après, qu'est-ce que tu vends? En fait, ce que disait Raoul, c'est tu vends de l'audience. Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les marques? C'est de l'audience. Tu achètes de l'audience. Oui, mais maintenant, comment tu vends des choses différentes? Et comment tu Il y vends a ton le logo. exposition aussi. Ouais. Non, mais il y a le logo sur le maillot, mais c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, il y a Encore aussi moins des dans partenaires, encore moins dans l'histoire, et il y a des partenaires qui n'ont pas le logo sur le maillot, mais qui sont quand même des partenaires. Et après, c'est la force de tes réseaux sociaux. Donc là, on en vient, le reach, donc combien de personnes tu touches, et ton taux d'engagement qui montre à quel point, en fait, ton audience aime ta marque et ton club. Et c'est ça qui fait la différence. Et après, c'est sur la créativité. On en revient avec Benjamin, c'est-à-dire comment tu vas faire à travers du contenu, à travers des jeux de concours, à travers des dispositifs qui sont marrants, qui sont en lien avec ta marque. Et tu peux pas faire n'importe quoi. Nous, on est hyper attentifs, on refuse du sponsoring, parce que les marques, ça correspond pas. Et surtout, on a le respect de nos fans et on ne veut pas leur vendre n'importe quoi et faire n'importe quoi. C'est quoi une marque qu'on refuserait? Le profil type d'une marque qu'on refuse Betting. chez Carmine Corp? Betting. Oh, ça c'est facile. Paris, ça, c'est c'est facile. C'est facile, oui et non. C'est beaucoup d'argent. Hein. Et puis dans le sport, c'est très présent. C'est aussi parce que l'e-sport, avec les ayants droit de l'e-sport, refuse. Non, mais c'est une position que Prime et Kameto ont eue. Alors, il se trouve que moi, du coup, j'étais plutôt d'accord. Mais voilà, non, pas de betting. Oui. Pas de betting. De toute façon, a priori, League of Legends. Mais enfin, aussi du moins, parce que c'est LFL pas qui possible. Il n'y a pas de betting. Mais tu peux contourner, tu peux contourner et faire du contenu qui n'engage pas League of Legends ou qui n'engage pas tes jeux, tout en faisant du betting. Et c'est de grosses sommes d'argent. Parce qu'on rappelle que c'est réservé aux majeurs, donc Oui. il y a une fanbase mineure aussi qui peut suivre la Carmine et qui serait totalement détachée de ce sponsor. Oui, nous, on est Sur cette question du betting, qui sont très présents dans le sport, on le voit, il y a eu une tentative d'arriver vers l'e-sport parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de barrières. Il y a une tentative, il y a certains d'ailleurs betteurs qui rentrent dans l'e-sport. Hein. Enfin, Oui, il y en a. Tous les des acteurs de équipes, betting il y a souhaitent aller dans certaines l'e-sport, équipes. on va pas se mentir. Donc effectivement, il y a une vraie volonté aujourd'hui des betteurs, je pense, d'aller dans l'e-sport, de certains ayant droit d'accepter du betting. Après, c'est aussi une question, et que se pose la question derrière aussi des betteurs, c'est pour quelle offre ils vont dans l'e-sport et comment ils vont le monétiser derrière. Après, ça, c'est aussi une autre question. Est-ce que c'est sur leur offre de paris sportifs? Est-ce qu'on pourra un jour faire des offres sur la partie beaucoup plus e-sport? Ça, je pense que ça prendra beaucoup plus de temps et que c'est beaucoup plus compliqué. Mais effectivement... Mais pour le coup, on n'a pas refusé que du betting. On a aussi refusé un partenaire parce qu'on estimait... Je ne peux pas donner de nom. Pas le nom, mais mais le secteur. Non, pas le secteur non plus, mais on a refusé... Non, ce serait trop facile. Automobile. On a refusé, Comme Cristiano non. Ronaldo, il enlève le coca. Non, on a refusé en fait une offre de sponsoring parce qu'on estimait que ça ne correspondait pas à l'image premium qu'on souhaite développer au sein de la CACOR. D'accord. Ouais, non, mais ça peut arriver, effectivement, il faut que ça soit bien. Et à chaque fois, pardon, excuse-moi Raoul, et
et c'est là où il ne faut pas perdre le sens de la direction. Enfin, c'est parce que tu refuses de l'argent. Il faut quand même de l'argent qui te permet de faire plein de choses et de faire des choses stylées. Mais tu te dis, ok, c'est peut-être du coup, tu prends le chèque à court terme. Mais c'est dommageable à moyen terme et ça te dessert à moyen terme et c'est pas là où tu veux aller. C'est pas dans cette direction que tu veux prendre. Ouais, non, je rebondissais juste sur ce que tu venais de dire sur les différentes façons qu'ont les marques en fait de rentrer en e-sport. Alors effectivement, ça répond à différents objectifs. Il y a plein d'objectifs, il y a plein de leviers qui vont permettre de répondre à tous ces objectifs. Le simple fait de choisir de sponsoriser une team ou une autre. Effectivement, il y a des valeurs qui sont différentes et qui permettent de correspondre. Le choix de se positionner sur une team ou sur une ligue répond à des objectifs qui sont différents. Le choix de vouloir se positionner principalement sur de la visibilité, de la notoriété, avec du logo, peut suffire à lui-même. Comme effectivement, quand on se positionne sur peut-être une sortie de produit ou sur une actualité spécifique. Voilà. En gros, il y a autant de mécaniques et de leviers différents que de problématiques pour qu'une marque a. Faut être plus inventif dans les sports. Il faut être très inventif. Oui. Je te le confirme. C'est-à-dire inventif, qu'est-ce qu'on entend par Il faut inventif trouver un moyen de communiquer avec tes fans autour de la marque qui soit en accord avec, qui soit pas lourdeau. Voilà. Tu peux pas juste coller ton logo. Il faut engager. J'ai un exemple. Pour parler d'engagement, et c'est vrai que l'engagement est hyper important. Et pour engager en fait des communautés, il ne faut pas juste mettre un logo. Nous, on a été toujours ultra vigilants sur cette partie-là. Déjà, quand on est arrivé sur l'e-sport, il faut venir avec beaucoup d'humilité. Et pas commencer à raconter, on est ultra légitime sur l'e-sport, on ne l'est pas. C'est pour ça qu'on s'associe avec les gens qui le savent, donc qui le sont surtout. Et donc là où on est encore une fois très vigilant, c'est qu'on ne va pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on développe des contenus avec eux parce qu'ils savent mieux le faire que nous. C'est-à-dire qu'il est bien évidemment que c'est toujours mieux quand c'est la Team Vitality qui parle d'Orange que le contraire. Donc on est toujours perçu, on est une marque Orange statutaire en France. Donc pour aller parler aux plus jeunes, c'est toujours bien de s'associer. C'est pour ça qu'on s'associe à eux, mais on ne va pas faire n'importe quoi et les faire faire n'importe quoi. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, si tu regardes un petit peu comment ça se passe concrètement, pour ceux qui nous regardent, comment en fait ça se passe. C'est soit en fait tu as une agence qui est en contact avec ses clients et qui leur propose d'aller sur l'e-sport, ou des marques qui viennent voir leurs clients, leurs prestataires, les agences, en leur disant qu'est-ce que je peux faire dans l'e-sport. Et là, tu as plusieurs types d'acteurs. Tu as des gens comme Sports5 qui sont dans le marketing sportif et qui ont développé une expertise sur l'e-sport depuis plusieurs années et qui connaissent un petit peu. Tu as des agences, en fait, ils ne sont pas les seuls, tu en as d'autres, mais tu as des agences qui sont plus ou moins matures et qui connaissent, puis tu en as d'autres qui ne connaissent pas grand-chose. Et là, l'erreur, en fait, c'est pour une agence d'arriver et en gros, ils n'y connaissent rien, ils font n'importe quoi, ou en tout cas, ils proposent n'importe quoi. Et toi, tu es là en tant que club et tu dis, mais de quoi tu me parles, c'est juste pas possible. Donc là, je conseille, ça arrive souvent, donc là, je conseille aux marques soit de venir directement avec les clubs, il ne faut pas avoir peur, soit de passer par des agences qui ont un peu de track record, ou alors aux agences d'être suffisamment intelligentes, et tu en as quand même pas mal, qui comprennent aussi qu'il faut discuter avec le club sur ce qui est possible et pas juste de vendre comme ça un truc qui n'est pas adapté. Non, effectivement, je partage complètement. Et effectivement, tout ce qui s'est dit, c'est qu'à la base, tout part déjà de l'écoute du client. C'est de comprendre ses enjeux, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et à partir de là, nous, notre rôle, une fois qu'on a les enjeux, d'ailleurs, en général, nos premiers rendez-vous, on fait que poser des questions, essayer de comprendre. Après, il y a un point dans l'e-sport qui est important, c'est l'éducation, présentation du marché, parce qu'effectivement, on a aussi parfois un rôle de traducteur, parce que... Il y a un manque de connaissances. Il y a quand même un manque de connaissances. Enfin, parfois, Twitch, c'est quand même un mot... faut l'expliquer déjà, à certains. Et après, derrière, en fonction des enjeux de la marque, on va prendre l'écosystème et de se dire, quel jeu, déjà, potentiellement, quel jeu. On ne va pas les mêmes audiences sur un League of Legends que sur Dota, et déjà, pas les mêmes zones géographiques, ou que sur des shooters ou autres. Et après, derrière, quel jeu, est-ce qu'il vaut mieux aller faire une équipe, un streamer, une ligue, une compétition, et après, d'essayer d'orienter comme ça. Et après, surtout, quelle histoire on va raconter. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut construire avec les équipes, parce que c'est elles qui connaissent aussi sur la tonalité et comment on va pouvoir raconter l'histoire. Et c'est hyper intéressant de voir justement que des agences comme Sports5, qui, somme toute, en fait, vous êtes arrivé dans les sports il y a quelques années maintenant, mais c'est assez récent en fait, dans l'histoire de Sports5.
Et c'est hyper intéressant de voir qu'il y a de plus en plus d'acteurs, en fait, de professionnels de la communication, d'agences de communication, qui aujourd'hui développent ces expertises dans les sports. Et c'est quelque chose d'assez récent, parce qu'en fait, moi, ça fait 10 ans que je suis dans les sports. J'ai passé beaucoup de temps justement à essayer d'éduquer les agences, les marques, les annonceurs. Et on a constaté qu'il y a une vraie évolution en ce moment justement auprès des agences. Ouais. Pour autant, Oui, je te Xavier, coupe. bien sûr. Je pense à ça parce que vous connaissez ma propension à m'énerver, mais Oh non, si peu. Et pour autant, je vois pulluler des events B2B, donc en gros qui viennent t'expliquer ce que c'est que l'e-sport par des mecs qui n'y connaissent rien et qui vont mettre C'est en vrai. avant des Mais marques. c'est le travers. C'est le Non, mais- travers de tout univers qui est en train de se développer. Ouais. Ah ouais. Là, effectivement, des opportunistes Voilà. qui. Je vont tairai les effectivement- noms, mais il y a des Pas trucs encore tous qui me vus. rendent malade, qui me rendent fou. Et surtout, ce qui me rend fou, c'est que en fait, tu as des marques qui vont y aller, qui vont écouter, Et qui qui vont pensent se être casser, sérieux, etc. Ça dessert beaucoup Et l'histoire. c'est n'importe quoi. Mm. Et ça, et c'est pour ça que moi je dis, soit aller voir des agences qui s'y connaissent, soit aller voir les clubs en direct ou les ayants droit en direct, au moins pour discuter avec eux, prendre la température, et vous pouvez en voir plusieurs. C'est d'ailleurs souvent ce ça- qu'ils font, quoi. Enfin, en Ouais. tout cas, Ouais. dernièrement, c'est. Ça, c'est une conséquence de l'e-sport vu comme un Eldorado par certaines Alors, marques. c'est une conséquence. et vendu comme Non, un mais Eldorado c'est- aussi. Non, mais c'est la conséquence, on va dire, c'est le point négatif d'un point positif. C'est-à-dire que le point positif, c'est que tout le monde s'y intéresse ou commence à comprendre que, ah tiens, il se passe quand même quelque chose. Puis le point négatif, bah oui, c'est que parfois. C'est un peu le Far West, hein, donc forcément, ouais, c'est un pour peu le la coup, Warlord, il y a voilà, beaucoup c'est ça. d'intérêt, il y a Ouais. beaucoup de curiosité. Il y en a qui en profitent un peu, quoi. Et ça, c'est un peu la règle du jeu, quoi. Moi, j'avais une question parce que tu détaillais, Raoul, hein, sur ces années d'expérience au contact des sponsors. Est-ce que tu as déjà eu on va dire, toi-même, tu as refusé de ton chef, on va dire, une activation avec un sponsor, ou parce que même tu as eu de mauvaises expériences? Ça ressemble à quoi un refus de sponsor ou une mauvaise Bon, expérience? alors, en toute honnêteté, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est quand même arrivé. Voilà, on va être franc. C'est vrai qu'en général, on essaie de trouver toujours des mécaniques qui permettent de répondre, que ce soit du côté de l'ayant droit, donc la compétition, la team, le streamer, si c'est un streamer qui est intéressé. Donc ça, on respecte toujours, en fait, les contraintes qu'ils nous imposent. Et puis, les contraintes de la marque qui nous interroge, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est vrai que quand ils nous interrogent sur des mécaniques qui nous semblent trop abusives par rapport à ce qu'on peut proposer, on les oriente vers des mécaniques qui sont plus adaptées, quoi. Tu as un exemple, sans donner de nom, mais un exemple de truc en fait, où tu vois vraiment ça ne fit pas. Ouais, il y a un exemple d'une marque que j'ai refusée pour un peu les mêmes raisons que tu as dit tout à l'heure, à savoir en termes d'image, ça ne collait pas avec l'image en fait de l'actif qu'on développait. Et ben écoute, figure-toi que cet annonceur s'est quand même retrouvé dans la compétition en l'occurrence, mais via une team. D'accord. Voilà. J'ai refusé en fait effectivement cette marque-là parce qu'elle ne correspondait pas à l'image qu'on voulait développer en fait de cet actif. Et la marque a réussi quand même à y arriver rentrer, par la prisme, en petite fait porte. mais bon, c'est le jeu et c'est plutôt une bonne chose. Et ça montre bien qu'il y a plein d'outils différents, il y a plein de mécaniques différentes pour pouvoir entrer dans les sports et que chacune répond à des objectifs précis. Moi, il y a une question qui m'intéresse aussi, c'est l'évolution de la présence des marques dans le jeu. Il me semble que Sportful travaillait avec le LEC, par exemple, qui a intégré les marques carrément à l'intérieur du jeu. Ça, c'est un truc aussi qu'on vend de plus en plus facilement aux marques et qui les intéresse de plus en plus, parce que c'est une exposition un peu unique. Ouais, c'est une exposition unique, effectivement. Il y a, les marques, elles ont. C'est sûr rassurant pour une marque d'être présente dans le jeu, ça donne une affinité qui est un peu plus forte. Il faut essayer de le faire. Le LEC le fait, on le fait avec le LEC, mais on essaie toujours de trouver des marques qui vont faire du sens. On ne va pas mettre n'importe quelle marque à l'intérieur du jeu, mais effectivement, ça donne une visibilité, du lien complémentaire. Donc voilà, donc ça fait partie des choses qui marchent très bien. J'ai en mémoire ce qu'a fait aussi DHL à l'époque. Avec Dota. Ouais. Avec le Dota, effectivement, qui avait aussi cartonné, qui était bien vu par la communauté. Mais Shell, Voilà. avec le baron Nashor, c'était pas évident comme lien. Ouais, sur le V-Power avec l'énergie, Ouais. c'était un lien. Ouais, quoique ça c'était apportait bien. l'énergie. Ouais, C'était c'était pas- Shell, c'est au moment du baron les gros Nashor, sujets, Shell qui ça a apportait été l'énergie et qui Fortnite, trouve. la présence des marques. Voilà, c'était sur la marque Shell V-Power. Ouais. Donc voilà, il y avait un lien. C'est vrai. Mais effectivement, voilà, comment on va trouver du lien, comment on peut créer du contenu. Effectivement, l'intégration dans le jeu fait partie des choses, plus des équipes. Mais tu vois, je me souviens, je te coupe là-dessus, mais je me souviens quand Mobile One avait sponsorisé Rocket League. C'était Rocket League.
Oui, Mobile One, c'était Rocket C'était League. Rocket League. Il y avait eu un retour de flamme assez violent. Hein. Bah, il y avait eu Neom aussi. Ah ouais, Neom, on peut prendre l'exemple le Neom, plus, oui, c'est le plus 24 flagrant. heures. Hein. Ouais, ça n'a pas duré Nous, longtemps. on l'avait fait à une époque avec Orange, mais là où tu as raison, c'est qu'il faut que ça ait du sens, en fait. C'est-à-dire que quand on était partenaire du foot, et Orange en France est ultra légitime sur le foot, c'est-à-dire qu'on vient après Adidas et Nike, on est cité en troisième, en spontané, sur les marques associées au foot en France. On avait à une époque, on ne parlait pas encore d'e-sport, mais on était partenaire de PES et on avait de la visibilité in-game sur les LED. Mais il y a peu de foot. C'est vrai. Et là, ça a du sens en fait, parce que du coup, on voit Orange sur les LED, c'est cohérent. Mais si vous auriez mis quelqu'un qui est complètement en dehors de l'écosystème foot, ça aurait pu provoquer un... Je reviens sur un truc, j'ai cette question, finalement elle m'est revenue. Tu parlais de Fortnite rapidement. Ce qui s'est passé à la World Cup 2019 avec les sponsors qui se font... Le refus de sponsors sur les maillots. Couper la tête, limiter, etc. Ça a été un problème aussi pour vous? Vous avez dû gérer un peu? Non, pas du tout. Non. Non, parce on anticipe ces choses-là. C'est-à-dire que là, ça se passe très bien avec FIFA, notamment avec les maillots de la Team Vitality. On a une visibilité qui est inespérée. Donc, on ne pense pas que ça puisse être possible dans tous les jeux. Parce que, voilà, on le sait comme tout le monde, hein, les maîtres du jeu dans cet écosystème, c'est les éditeurs. Donc, Mais là, c'était violent quand même. C'est littéralement la World Cup, Epic Games qui dit non, on retire tous les sponsors de Ah ouais, maillots, ouais, on parce arrête qu'ils tout ont ça. pas- Alors que c'est quand même dans les cas les plus Ouais, mais récents, c'est pas. le seul cas qu'on ait. Le truc, il est général, donc du coup, c'est pas visé sur une équipe en particulier. Donc, Ouais, c'est je juste pense qu'ils que ça voulaient aurait pas. été plus gênant pour un club qui avait son asset principal sur Voilà. Fortnite. Ouais, franchement, nous, c'était pas un problème. Ouais. Mais, Non, mais c'est vrai que c'était quand même très surprenant. Enfin, tu sens que c'est encore des Ouais. choses qui dérapent un petit peu Ça dans peut le arriver sport, vite, où hein. c'est qu'on sait que c'est pas encore très bien l'éditeur, structuré, en fait, quoi. l'éditeur laisse faire. Là, c'est encore un autre débat, j'imagine. Mais Ouais. c'est quand même ce rapport où on parlait de structure, de sport traditionnel. Voilà, il y a des institutions, elles sont ce qu'elles sont remises en cause ces derniers temps. Mais en tout cas, voilà. Mais là, sur les compétitions, c'est quand même voilà. Il y a les éditeurs qui sont là, qui maîtrisent quand même j'ai l'impression. Ouais, et c'est tout. En tout cas, l'équilibre est fragile. Ouais. Mais il y a. C'est aussi une des stratégies de chez Webedia, pour le coup, c'est justement de pouvoir avoir un rapport avec les éditeurs qui est assez simple pour pouvoir justement partager en fait, des risques, notamment sur la production de ligues, mais également bénéficier en fait, de droits sur les diffusions. Et donc, c'est aussi un de nos rôles, justement, de permettre justement à la scène e-sport de structurer et d'éviter de se retrouver en fait, dans une situation comme celle de Fortnite. Sur la LFL, avant cette saison, dans les discussions que vous aviez eues avec les sponsors, vous leur aviez vendu les chiffres qui ont été ceux que vous aviez finalement? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, Pas du tout. Non. Pas du tout. Bah non, pas du tout. Parce que vous essayez de nous la vendre, donc j'ai eu non, pas du tout. Ah, tu te rappelles? Bah oui. Non, on était sur des taux de croissance qui étaient proches de ceux qu'on peut retrouver dans l'e-sport, donc c'est quand même des taux de croissance qui sont assez importants, mais on n'avait pas anticipé une augmentation si importante. Quoi. Il y a un manque à gagner en fait là-dessus. Oui, certainement, mais après c'est le jeu et Surtout pour les clubs. hein. alors, Surtout pour les clubs. ouais, ou pas, mais en tout cas c'était pour tout le monde. Hein, dans ce cas-là, tu vois, si c'est une perte pour les clubs, c'est aussi une perte pour l'éditeur, c'est une perte pour l'organisateur, c'est une perte pour tout le monde. En tout cas, les grands gagnants, ça reste les marques, les sponsors, qui ont forcément acheté une audience beaucoup moins chère que celle qu'elle valait. Alors, Mais tant mieux pour eux. J'ai deux Mais questions tant du mieux coup. pour eux, et ça valorise aussi l'ensemble de l'écosystème. Est-ce que c'est à la fois un regret de ne pas être allé, mais aussi d'être content Non. parce que Vitality est présent ou... Non, parce qu'on a des choix qui sont faits. Voilà, on se concentre. Voilà, on a eu des discussions depuis de nombreuses années avec Raoul. Voilà, on a pris le parti d'aller sur la partie compétition, de se concentrer sur une team. Voilà, on était à la croisée des chemins. D'ailleurs, Raoul a pris un chemin et on a pris l'autre. Stéphane était le premier contrat que je crois avoir signé depuis Mais quand ce j'ai qui travaillé dans les est, sports. ce qui est plutôt étonnant, c'est que Orange soit le seul telco Exact. présent dans l'e-sport. Exact. Pour moi, c'est Ouais. surréaliste que Free, Bouygues Télécom... Comment on l'explique Bouygues, ça, là, d'ailleurs, Bouygues a été un Bouygues, petit peu. Ouais, SFR rapide. aussi a eu quelques SFR, activations, mais c'est vrai que ça reste Non, mais très, c'est surréaliste, je comprends pas. Mais très bien. Enfin, tant mieux pour C'est Orange. tant mieux pour parce que- Stéphane, hein, c'est- Bah oui, Mais- ils ont préempté le secteur. Comment on C'est- l'explique ça, le manque de télécom autre Bah, je pense que tout simplement, c'est des choix de communication. Là, on va pas revenir sur on est sur un marché ultra concurrentiel où, voilà, je pense que les choix de communication, ils sont faits uniquement sur la publicité. Ils ont pris le parti pris de plus faire de sponsoring. Ouais. On est la dernière marque à faire du sponsoring.
Ouais, d'accord. Et alors, moi, j'avais une question, c'était en tant que sponsor, et là, je me tourne vers toi, Stéphane, c'est. Benjamin. Stéphane, Benjamin, excusez-moi, fallait bien que. Ça fait 2 fois, du coup. Fallait Stéphane. Je veux bien répondre, Benjamin, c'est est-ce qu'il y a des éditeurs avec lesquels les sponsors, on va dire, réclament plus de travailler? Est-ce qu'il y a un profil type d'éditeur où les sponsors arrivent et disent non, nous on veut cet éditeur-là en priorité parce qu'on sait que ça se passe bien, parce que l'éditeur a une stratégie pérenne sur l'avenir, ou à l'inverse, les éditeurs qu'on va éviter? Non, alors, déjà les annonceurs, je pense que la plupart, ils connaissent pas forcément les spécificités des éditeurs. Au contraire, on leur a expliqué qui fait quoi. Après, c'est clairement par rapport aux éditeurs et aux jeux, c'est principalement sur les cibles. Et c'est comme si une marque, demain, j'aurais pas besoin d'expliquer à la marque qu'elle n'aura pas la même cible si elle fait du foot ou du golf. Et au final, on n'aura pas la même cible si on fait du League of Legends ou du Fortnite. Donc au final, c'est plutôt d'abord la cible, et après, derrière, en fonction de la cible qu'on veut toucher, quelle est la meilleure façon de prendre la parole? Est-ce que c'est via l'éditeur si c'est facile, ou est-ce que potentiellement c'est via une équipe qui peut aussi permettre de toucher la même cible? Alors, du coup, on a bien compris que les sponsors, c'était quand même une grosse manne d'argent pour les clubs. On tourne vers Xavier. Là-dessus, une question qui est simple, c'est est-ce que l'objectif d'un club à terme, c'est de s'émanciper des sponsors? Parce que demain, on a suffisamment d'argent, de réserves pour vivre sans sponsor? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'à défaut de s'émanciper, donc s'émanciper, c'est-à-dire se priver complètement de sponsors, à défaut, il faut faire attention à ne pas prendre trop de sponsors, premièrement. Et deuxièmement, c'est plutôt de choisir les bons après. C'est-à-dire qu'ils te donnent, on va dire, 3 choses. Bon, de l'argent, ok, mais ça ne suffit pas. Et tu peux aussi, comme je l'ai expliqué, et comme Raoul l'a dit, tu peux refuser aussi des sponsors, même si ça arrive rarement à Raoul. Donc, l'argent. 2, ce qu'ils apportent en fait aussi, ce qu'on appelle la brand value, c'est-à-dire le fait d'avoir, on va dire, quand moi j'ai signé avec BMW chez OG, ça apporte vraiment BMW. BMW à l'allemande, évidemment. J'ai fait allemand première langue. Donc, un autre siècle. Ça apporte quelque chose, tu vois. Nous, on est partenaire, il y a Red Bull. Red Bull est partenaire, on sait que ça apporte aussi quelque chose. Et troisièmement, qu'ils comprennent, un partenaire comprend tes enjeux et comprend aussi qu'il faut créer du contenu, il faut créer des activations et qui est capable aussi de mettre un peu de budget, quitte à négocier un peu moins sur la partie sponsoring, mais dans ces activations pour créer en fait des histoires ensemble et créer du contenu ensemble. Et la clé, elle est là. C'est-à-dire que pour moi, c'est la stratégie que tu dois avoir avec un partenaire. Attention, l'e-sport, ça franchira jamais du sponsor. Ça reste quand même une source de revenus. Aujourd'hui, on pourrait se passer de sponsor. On pourrait se passer de... Bien sûr. Aujourd'hui, je vais te dire, juste pour te dire, aujourd'hui, le budget sponsoring de la Carmine, à date, c'est 7% de notre budget. Mais c'est propre à la Carmine, encore une fois, en fait. Parce que la Carmine bénéficie de revenus en fait, complémentaires que n'ont pas forcément les autres teams. Pas de la LFL. Je ne parle pas de la LFL, je parle de modèles de teams dans le monde entier, que ce soit la LFL ou la LEC, c'est à peu près comme ça. C'est vrai, mais pour autant, plus sérieusement, pourquoi en fait la Carmine bénéficie et ne peut s'affranchir du sponsoring? Parce que le boulot phénoménal a été fait sur la marque, sur les investissements, et a été malin et peut-être plus intelligent que d'autres. D'où viennent aujourd'hui les revenus? Si tu me dis que le sponsoring ne représente que 7% des revenus de la Carmine, d'où viennent les 93%? Il n'y a pas eu beaucoup du merchandising. Il y a beaucoup de merchandising. Pas que, il y a d'autres revenus. Vente d'Adam, c'est beaucoup dans la... Ouais, c'est un budget correct, la vente, le merchandising, voilà. Donc, mais ce que je veux dire par là... Donc là, tu finances en fait ta Carmine Corp grâce au merchandising et à la vente d'Adam. Ouais. C'est une réalité qui est quand même peu commune, on va dire. Ah ouais, non, c'est assez exceptionnel même, tu vois. Et puis des Adam... Mais pourquoi? Mais aussi parce qu'il y a peu de coûts aussi, il y a peu de frais aussi. Oui, mais pourquoi il y a peu de frais? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... les joueurs veulent venir jouer pour la Carmine Corp. Donc, si tu es joueur, tu fais un effort aussi sur tes conditions parce que tu bénéficies d'un environnement
extraordinaires au sein de la Carmine. Qui sont assez Bah, qui limités. sont- en mais ça, fait, c'est- par rapport à- Aujourd'hui, on est très loin Voilà, d'avoir ça, le c'est vrai budget aujourd'hui. le plus haut de la LFL. Voilà, c'est en masse ça, salariale. c'est vrai, mais c'est vrai Et- aujourd'hui, mais c'est pas la même chose pour un Vitality par exemple. Si on Non, fait mais moi, je un parle de direct. Carmine, je parle pas Oui, de- bien sûr, Oui, bien sûr, mais c'est peut-être mais aussi ça, pour dans ça. l'ensemble de c'est la peut-être masse aussi pour ça. salariale Mais c'est des peut-être aussi joueurs pour ça. de LFL, Ouais. de Et c'est pour ça que de la Carmine Cup Vitality, reste quand même une voilà. exception en fait, dans le Oui, modèle voilà. économique Bien des sûr. teams. Mais c'est pour ça que je ça va dis, changer. c'est pour ça que je dis que nous, on pourrait s'en affranchir. Pour autant, on n'a pas intérêt à s'en affranchir. Évidemment. Oui, mais à un Par moment, contre, va choisir falloir- les bons partenaires au bon prix, entre guillemets, et qui te donnent plus que de l'argent, bah ça, c'est clé pour nous parce que ça va développer d'autres choses et ça va nous donner d'autres. Il y a plein d'annonces qui vont arriver, Oui, mais- sans spoiler, qui vont faire des trucs qui vont être stylés et qui vont aussi nous permettre d'aller plus loin avec nos fans et, Oui. et de faire plus de Mais on choses. connaît les ambitions aussi de la Carmine et ça va passer aussi par Ah, des, mais, par des levées de c'est fonds pas- et par. Oui, mais donc c'est normal aujourd'hui. Je vois passer de temps en temps quelques tweets, y compris de fans qui me font sourire. Le sponsoring OMG. ne financera jamais l'achat d'un slot en LEC. Oui. Jamais. Bah, voilà. Bah, Voilà. c'est sûr. Donc, C'est évident. non mais alors ça c'est jamais. Bah, c'est pour ça. Donc faudrait il y a une d'autres. leçon, des Donc choses comme de toute façon, si tu dois aller acheter un slot en LEC qui va te coûter entre 15 et 30 millions, bah, il faut forcément faire appel à un financement externe. Ouais. C'est clair. Benjamin, tu voulais. Ouais, donc juste revenir sur un point de tout à l'heure, Oui, vas-y, vas-y. sur la partie sponsoring, parce qu'effectivement, les sponsors, ils n'apportent pas que du cash. C'est important, forcément, c'est souvent des choix prioritaires, mais effectivement, il y a l'image, il y a aussi de la notoriété, parce que aussi les sponsors, et notamment une marque comme Orange, elles ont des grosses communautés, ils vont aussi pouvoir dispenser aussi la partie e-sport sur une cible parfois non pure e-sport aussi, et partager entre guillemets la valeur de l'e-sport. Potentiellement, les sponsors peuvent aussi, on en parlait tout à l'heure avec Raoul et même avec Xavier, des sponsors peuvent permettre de financer des événements physiques qui notamment ne pourraient pas avoir lieu en physique, et ce qui apporte aussi un vrai plus à la communauté. Donc le sponsoring, c'est pas non plus que la partie monétaire, c'est aussi plein d'autres choses et plein de services. Et notamment, je pense que même Stéphane, tu peux compléter, mais sur ce que vous faites d'une manière générale, il n'y a pas que la partie monétaire qui apporte Orange sur les événements. Voilà. Non, mais là où je rejoins, c'est voilà, le triptyque qui a été présenté par Xavier est tout à fait juste. De penser qu'on va juste mettre un billet pour une marque, en tout cas pour aller travailler juste de la notoriété, ça n'a plus aucun sens. Et là où il a raison, c'est de s'associer avec des marques qui vont pouvoir faire briller ce partenariat. Pour nous, on voit, là on parle de sponsoring, mais nous on parle plus de partenariat. En fait, c'est les forces d'une personne, les forces de l'autre, et on se met ensemble et on construit quelque chose ensemble. C'est pas juste de la visibilité sur un maillot, c'est de voir ce qu'on va pouvoir construire et faire rayonner. Et là où ils ont tout à fait raison, c'est il y a une partie de droit bien évidemment, mais si on n'est pas capable d'activer ces droits, il y a une époque on parlait, voilà, on investit 1 euro, il faudrait 3 euros pour activer, pour rentabiliser l'investissement. Et là c'est et on en revient encore une fois, c'est le choix des marques, effectivement, comme de choisir peu de partenaires, mais s'il y avait l'opportunité, si Carmine s'associe avec Fruité, c'est pas la même chose que de s'associer avec Red Bull. Vous voyez, ça ne dit pas la même chose du tout, Du tout. Ouais. par rapport à la marque. Donc c'est hyper important ce point-là. Et d'avoir justement une garantie d'un engagement de la marque pour pouvoir raconter cette histoire et que ça soit cohérent avec l'ADN de l'un et de l'autre. Et à contrario, quand une marque vient te voir en disant, je tairai les noms, en disant ouais mais nous on est machin et donc bah, on paye pas beaucoup, bah non. Parce que moi, T'as une valeur. j'ai un budget, on a un club à faire tourner, il y a Tu as des une coûts. audience, tu as une Non, mais il y a valeur, des t'as une coûts. Et nous, Voilà. on apporte aussi une valeur à un partenaire. Et c'est toujours, ce que vient de dire Stéphane est juste, c'est trouver le bon équilibre. C'est-à-dire, toi, ne pas arriver de manière arrogante en disant tu as besoin de moi, et moi je suis la Carmine, et blabla, et inversement, que les clubs n'arrivent pas en disant bon, bah moi, enfin que par exemple la marque arrive en disant bon, bah moi je suis cette marque, et donc du coup, regarde comme on est fort et comme on est puissant, et donc on t'impose ces conditions. Ça paraît bête à dire, mais parfois tu as des mauvaises surprises. Je voulais revenir aussi sur le côté endémique, non endémique. Hein. Donc une marque endémique ou non endémique, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui, on va dire, a un lien immédiat avec le marché dans lequel elle va essayer de s'investir. Hein, dans l'e-sport, on va trouver les télécoms, les équipementiers, que ce soit clavier, souris, manette, etc. Ça, c'est de l'endémique. Pour le non endémique, c'est, vous l'avez compris, les marques extérieures. Justement, Benjamin, est-ce que ces marques non endémiques, on reconnaît une augmentation de ces marques, hein, qui, hop là, bah tiens, il y a l'e-sport, même si moi je fais de l'agroalimentaire, on a vu Aldi notamment arriver, on a vu, encore une fois, des gens qui font tout ça. Attends, Carrefour, Auchan, Aldi, Lidl. Non, mais finis ta question.
Est-ce qu'on a une augmentation du coup de ces marques non endémiques? Ouais, alors effectivement, nous chez Sportfire, on se focus à 99% sur les marques non endémiques. Quelque part, pour aller chercher des marques endémiques, les équipes et les ayants droit n'ont pas besoin de nous, hein. Notre rôle, c'est aussi d'apporter de la valeur et de monétiser un peu le marché. Donc, on essaie de travailler à la fois pour tout le monde et qu'il n'y a pas besoin de nous pour aller voir un fournisseur de chaises ou de PC. Donc voilà, donc effectivement, oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une vraie augmentation de marques non endémiques qui viennent dans l'e-sport, justement, pour pouvoir atteindre des objectifs et pour pallier, on va dire, un peu stratégie de communication plus traditionnelle. J'ai une dernière question, et après on conclura, parce qu'il y a bientôt le match de l'équipe de France, mais je vais essayer d'être rapide, parce que c'est une question importante. Je suis désolé, il va falloir l'expédier, qui est finalement les marchés dans les sports. Les sports, c'est quelque chose qui, quand même, on a des marchés qui sont très, très globaux, alors c'est moins vrai pour la LFL. Comment est-ce qu'on balance un peu les choses quand on est Orange, par exemple, et qu'on est exposé sur le maillot de Vitality en LEC, où finalement, la plupart de l'audience, elle est internationale. Et c'est très vrai pour l'e-sport en général. Je prends l'exemple de LoL là aussi, mais sur Counter-Strike, c'est Bon, en fait, je te laisserai répondre, mais juste pour en redire, c'est comme dans le sport, tu as des compétitions internationales, tu as des compétitions nationales. Et Donc, en fait, en fonction du choix de la marque, si tu privilégies une audience francophone, tu vas privilégier des audiences locales, donc des compétitions ou des teams nationales. Là aussi, tu as une problématique internationale. Puis on en revient encore une fois sur nous, ce qu'on va travailler, c'est-à-dire de produire du contenu ensemble, qui est unique justement, c'est ce contenu Orange Team Vitality, qui n'existe que par notre partenariat en fait. Donc, et justement de s'assurer que ce n'est pas des choses qui vont développer par ailleurs avec d'autres partenaires. Donc, puis en termes de visibilité, nous on est plutôt, vu qu'on ne va pas tarder à conclure, on est plutôt ravis que le 1er juillet, il y ait un match de LFL contre Carmine, qui va avoir une très grosse audience. Donc on est ravis. Oui. Malheureusement, c'est que 2 fois par an pour toi. Donc, oui, mais on fera que de l'audience contre nous. Quoi. Mais c'est mais ça progresse. Mais c'est mieux que rien. Mais pour répondre rapidement à ta question, c'est ce qui fait aujourd'hui la force de la Carmine Corp et pourquoi je disais qu'on allait augmenter de manière très significative aussi nos revenus de sponsoring. C'est qu'aujourd'hui, on est devenu un acteur incontournable sur le marché français et que toute marque, en fait, aujourd'hui qui regarde l'e-sport, ferait, à mon humble avis, une erreur de ne pas regarder ce qui se passe chez nous. Mais une grosse erreur. Il me dira, je suis un peu biaisé. T'es un peu biaisé, en effet. Mais après, dans l'absolu, c'est aussi factuel. Benjamin, sur cette question-là, c'est une vraie question. Ne pas être intéressé par la Carmine Corp, même si elle génère beaucoup d'audience. Comme tu le dis, il y a des valeurs différentes. Je vois pas pourquoi, mais oui. Mais t'as raison. Mais ça me dérange pas. Non, elles se doivent de se poser la question. C'est une vraie question pour les marques. D'ailleurs, j'avais fait des super visuels. En fonction des enjeux, effectivement, est-ce qu'on veut aller sur l'international du flux français? Effectivement, ça permet de splitter aussi. Et il y a des équipes qui sont plus internationales comme Vitality, il y en a qui vont être plus locales. Même si aujourd'hui, il y a la LFL, il peut y avoir le LEC. Même aujourd'hui, ce qui est aussi simple dans les sports, c'est qu'il y a des flux. On peut être notamment partenaire du LEC uniquement sur le flux en France et donc du coup sur être visible sur OTP. Donc on arrive à splitter beaucoup plus facilement. On ne pourrait pas dire demain les partenaires de la Ligue des Champions qu'en France, alors que typiquement sur le LEC on peut le faire. Donc voilà, c'est même presque plus simple que dans le sport traditionnel de pouvoir splitter en fonction des zones qui nous intéressent. Mais là, c'est pas pour un sponsoring d'équipe, c'est pour un sponsoring d'event ou de médias. D'event ou de médias. De ligue ou de choses. Ouais. Merci messieurs. On va conclure. Alors, dernier mot sur sponsoring. Cette émission est sponsorisée pour la première fois par Kia. Et on lance avec Kia une série de vidéos. Alors, les vidéos, c'est des interviews qui n'ont rien à voir avec le sponsoring. Mais voilà, j'ai essayé de faire une transition. Elle a été faite. Donc voilà, c'est le premier teaser, on va dire, d'une série de vidéos qui va sortir dans les mois prochains, sponsorisée par Kia. Et la première, c'est une interview qui a été faite à Berlin avec Selfmade.
Et donc, sur ces très jolies phrases du coup de Selfmade et de cette très jolie interview proposée par Kia, je me permets de vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis ce soir sur ce sujet du sponsoring. On va remercier également Gaming Campus pour faire partie des partenaires également de l'équipe e-sport. Merci également à Benjamin, Xavier, Raoul et Stéphane pour tous ces conseils et les informations réalisées. Merci beaucoup à Paul et à la réalisation Gozulting pour cette formidable émission. On se retrouve au mois d'août à peu près, mois d'août-septembre. Ouais, il y aura une petite pause en congé. Petite pause estivale du mois de juillet, histoire de pouvoir bronzer tout en regardant pourquoi pas encore un peu plus d'e-sport. En tout cas, on l'espère. D'ici à la prochaine de l'équipe e-sport, on vous souhaite une excellente soirée, un très très bon match de foot. Excellent match de foot. Bon courage au footix si on perd. Et puis bonne soirée pour les autres qui en profiteront pour boire de la bière. Des bisous et à la prochaine sur l'équipe. Salut. Salut, merci.